Le site est un immense cimetière sous-marin où dorment des pans gigantesques de toutes les architectures de l'Antiquité. Mais comment ordonner, faire l'inventaire et comprendre au moins partiellement ce chaos pour retrouver le phare disparu? Une fois de plus, les techniques les plus modernes viennent au secours des plongeurs. L'aquamètre utilise les ondes acoustiques et permet de positionner rapidement chaque bloc de pierre dans l'espace sous-marin. Cet outil va accélérer l'inventaire complet du site. 3 et 4. Tu peux agrandir cette partie-là? Bon, là... Une étape capitale vient d'être franchie. Chacun des blocs a été reconnu. Les archéologues peuvent alors procéder par élimination. Sont exclus les blocs de l'époque pharaonique. Sont disqualifiés aussi les ruines que les Mamelouks précipitèrent dans la baie pour construire un brise-lames. D'abord irréel, déformé puis amplifié par le mythe, voici qu'apparaît, simulacre de plus en plus visible, le phare d'Alexandrie, détruit au XIVe siècle à la suite d'un tremblement de terre. Les pièces du puzzle commencent à s'ordonner. Tous les moyens sont mis en œuvre pour tenter de recomposer l'architecture du célèbre monument. Mais comment rapprocher, unir même de façon théorique, les fragments du phare? Grâce à un détecteur de métaux, l'archéologue Mourad El Amouri découvre des agrafes de construction en métal enrobé de plomb. Les cavités dans lesquelles les plombs venaient se loger permettent d'orienter et d'assembler les blocs entre eux. Une pièce étrange attire l'attention de Jean-Yves Empereur. C'est un anneau provenant d'un heurtoir de porte. Dans ce trou, qu'on aperçoit sur une dalle, devait se glisser le verrou d'un mécanisme de fermeture gigantesque. À l'évidence, la porte avait des dimensions cyclopéennes. Ce bloc colossal brisé en deux parties est l'un des jambages d'une porte haute de plus de 12 mètres. Isabelle Herry en sait maintenant assez pour imaginer l'aspect monumental de cette porte, sans doute celle du phare. On peut se figurer la porte, mais quel était l'aspect du phare? Ce monument a obsédé de tout temps les imaginations. On ne s'est pas fait faute de le représenter de manière extravagante ou fabuleuse. Au début du XXe siècle, un savant allemand, Hermann Tirsch, a procédé à une reconstruction convaincante de la tour composée de 3 étages. Mais il avait omis l'existence d'un manuscrit arabe du XIIe siècle émanant d'un voyageur musulman andalou. Ibn al-Sher fournit des détails absolument inestimables. Surtout, il avait pris soin de mesurer le phare de manière minutieuse, presque maniaque. Le texte de ce témoin capital est examiné par l'architecte Yves Guyard. Il permet de faire plusieurs suppositions. Un des points principaux qui me permet d'éliminer ou de conserver mes hypothèses, ça concerne l'organisation à l'intérieur de mon phare. À l'intérieur de mon phare, j'ai une rampe et un escalier. Chaque fois que je tombe sur une rampe qui est impraticable, parce qu'elle est trop pentue, parce qu'elle est trop raide, parce que mes marches d'escalier sont trop hautes, j'élimine. Par exemple, cette hypothèse-là, le seul inconvénient, c'est que la rampe fait 56%. C'est comme si tu avais des marches de 50 cm de haut, c'est pas possible. À partir de là, j'élimine. Celle-ci,
est beaucoup trop importante. C'est-à-dire que si on la place dans le site, ça ne marche pas. Par contre, celle-là, elle est vraisemblable. Elle est constructible. C'est aussi la seule qui peut tenir debout aussi longtemps que le phare. Parce que le phare a quand même vécu 17 siècles. À mesure que les travaux des scientifiques aboutissent, la lumière de la connaissance apporte aux rêves et à l'imagination l'occasion de nouveaux embrasements. À l'image de ce phare qui annonçait aux voyageurs antiques l'arrivée dans la cité de tous les savoirs. Emblème de la ville, le phare ne constituait pas la seule splendeur d'Alexandrie. Dans l'immense plan en damier, de nombreux monuments attiraient l'œil. Les temples, les théâtres, l'agora, la voie canopique, le tombeau d'Alexandre. En plein centre-ville, le quartier du garage luxe vient d'être rasé par les promoteurs. Il est situé justement à l'emplacement où se trouvaient les plus importants monuments de la cité antique. Le service des antiquités égyptiennes a partiellement arrêté la construction des futurs immeubles pour permettre à Jean-Yves Empereur d'intervenir pendant quelques mois. Voilà. Alors, tu as vu comment ça a coupé le... Je sais pas, je comprends pas du tout ce qu'ils sont en train de faire là, franchement. Deux camps s'affrontent sur le même site. La situation est compliquée. Le travail des archéologues s'organise. Le promoteur a déjà massacré, saccagé là, un tiers du site. Ça va être dur de tout raccorder. Hein. Le promoteur est descendu 10 mètres, il est jusque dans les couches grecques là. Alors comment on va faire pour le reste de la parcelle? Alors, ce que je propose, c'est d'ouvrir un secteur 1 au plus près de l'ancien chantier Billardo, et ensuite un secteur 2 plus à l'ouest, vers le niveau de la route. Bon, on va donc séparer en deux zones. Une zone sud là-bas. Donc Myriam va la prendre, et puis vous prenez la zone nord, donc ici. Le temps presse. Et on attaque. Jean-Yves Empereur est prêt. Il sait que ce périmètre renferme des informations capitales. Toutes les parcelles que nous fouillons en Alexandrie sont d'une égale importance à nos yeux. Et celle-ci l'est particulièrement parce qu'il se pourrait qu'elle se trouve au-dessus du Césarium, au-dessus du temple de culte impérial. Et c'est un auteur du 1er siècle après Jésus-Christ, Philon d'Alexandrie, qui nous en donne une description assez détaillée. Uden gar toyuton estitemenos, oion to legomenon sebasteion, megistos ke kai epiphanes. Aucun sanctuaire n'est comparable à celui qu'on appelle Césaréum. Immense et bien en vue, rempli comme aucun autre ailleurs, d'ornements votifs, de vastes portiques, de bibliothèques, de salles de réunion, de portes monumentales, d'esplanades, de tout ce qui contribue à la plus somptueuse ordonnance. Deux obélisques décoraient l'entrée du Césaréum. Ces obélisques, appelés par la suite les aiguilles de Cléopâtre, étaient encore visibles au XIXe siècle. Il se trouvait à la place qu'occupe aujourd'hui l'hôtel Métropole, situé tout près du chantier de fouilles du garage luxe. C'est la preuve que les archéologues explorent au bon endroit. Dans les semaines qui suivent, une découverte va leur donner raison. Les deux fragments d'une impressionnante statue en marbre sont extraits du sol. C'est une pièce imposante. L'allure est empreinte d'une certaine majesté. Mais qui représente-t-elle? L'identification est confiée au docteur Mervat Seifeldin, sous-directeur du musée gréco-romain.
وفي كسر أو الجزء اللي فوق ده مهم جدا. À certains signes distinctifs, le nœud du triomphe, l'aigle impérial, les griffons, on a affaire à un empereur romain portant cuirasse. Un empereur, mais lequel? Un détail doit être pris en considération. Ces deux pointes proviennent d'une barbe, mais plusieurs empereurs romains portaient la barbe. Le docteur Mervat Seyfeldin hésite. Un seul empereur était représenté ainsi avec une barbe fourchue. Septime Sévère, vainqueur des Parthes, mort en 211. Un élément de plus confirmant que la statue provient bien d'un lieu où l'on vénérait les empereurs. Détenteurs du pouvoir et protecteurs des marins, les effigies des maîtres de Rome, les Césars, étaient exposées à l'intérieur du temple. Vases d'encens, offrandes rituelles ex voto témoignaient de la ferveur de ce culte impérial et de son caractère sacré. Sur les fouilles du Césaréum, les archéologues progressent rapidement vers les couches les plus profondes. Dans 6 mois, ils devront rendre le terrain aux promoteurs. De l'autre côté du chantier, un premier immeuble s'élève déjà sur plusieurs niveaux de fondation. Dans le secteur sud, Myriam Metoudi se heurte à un obstacle inattendu. Éclos de la terre, émergeant du limon des siècles, des squelettes sont apparus. Dans les couches les moins profondes du terrain à fouiller, les archéologues viennent de dégager 3 sépultures qui marquent à l'évidence la présence d'un cimetière. Les croix gravées sur les pierres tombales permettent de dater ce cimetière de la période chrétienne. On sait par les textes que le Césaréum s'est transformé en sanctuaire chrétien dès le IVe siècle. Mais cette découverte contrarie pourtant les plans de Jean-Yves Empereur. Ça nous freine, hein, c'est clair. Bon. C'est toujours, j'allais dire, ennuyeux de trouver une nécropole, un cimetière, parce que ça nous freine dans la fouille et le promoteur attend, piaffe. On ne peut rien, on ne peut pas faire sauter les sépultures.